Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le dossier Couche-Tard Carrefour qui prend évidemment une dimension politique avec les réactions françaises, notamment du ministre de l'économie et des finances hier soir, Bruno Le Maire, qui dit ne pas être favorable à une opération de rapprochement entre le Canadien Couche-Tard et le Français Carrefour. Bruno Le Maire qui invoque des questions de souveraineté alimentaire, une position du gouvernement français qui est rendue possible notamment par la récente loi Pacte qui classifie effectivement le secteur de la production et de la distribution alimentaire comme étant des secteurs stratégiques et donc à ce titre souverain. On verra évidemment comment les choses évoluent. Est-ce que c'est un veto ferme du gouvernement français face à l'approche amicale pour l'instant du Canadien Couche-Tard ou est-ce que c'est une posture de négociation en vue d'obtenir certaines garanties, notamment sur le front de l'emploi. On sait que Carrefour est un des principaux employeurs privés en France aujourd'hui. Le titre Carrefour s'envolait de plus de 13% hier à l'annonce de cette offre amicale du Canadien Couche-Tard à 20 € par action. Le titre Carrefour baisse d'un peu plus de 5% à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les entreprises à la manœuvre également avec le plan stratégique de Renault qui a été présenté ce matin par le nouveau directeur général de Renault, Luca De Meo. Un plan qui vise à faire de Renault d'ici 10 ans une entreprise technologique. Il faut redresser la rentabilité, faire des économies bien sûr, mais l'objectif visé à 2030, c'est que Renault change de statut et devienne une entreprise de technologie qui utilise des automobiles plutôt qu'aujourd'hui une entreprise automobile qui utilise de la technologie. Le plan s'appelle Renaulution. Le marché se montre relativement neutre pour l'instant après les premières annonces qui ont été faites ce matin. Et puis les priorités de Joe Biden qui sont attendues également en début de soirée heure locale, c'est-à-dire relativement tard pour nous pendant la nuit. Des priorités stratégiques notamment sur le front sanitaire ou encore sur le front budgétaire. Les premiers échos en provenance de Washington nous disent que Joe Biden veut viser la Lune avec une nouvelle enveloppe budgétaire qui pourrait atteindre les 2000 milliards de dollars. Les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance en légère hausse sur le CAC 40 à la mi-journée. Les investisseurs restent dans l'ensemble attentistes avant le discours de Joe Biden qui détaillera les contours de son plan de relance pour les États-Unis. Si le détail n'est pas encore connu, les conseillers du nouveau président des États-Unis mentionnent un montant de 2000 milliards de dollars qui inclurait notamment des chèques aux familles américaines, des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales et un financement de la campagne de vaccination. Dans l'attente de cette annonce, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se situe aux alentours des 1,11%. Les investisseurs qui ont également pris connaissance hier soir du livre beige de la Fed. Celle-ci constate une légère amélioration économique sur la fin de l'année, mais pointe des écarts importants entre les régions et les secteurs. Sur les 12 régions observées, un tiers ont connu une activité en stagnation ou en déclin, tandis que la Fed constate dans son ensemble la progression du e-commerce par rapport aux magasins physiques durant les fêtes. Les opérateurs suivront d'ailleurs la prise de parole de Jérôme Powell qui s'exprimera à l'université de Princeton sur le cadre de la politique monétaire de la Fed. Et États-Unis toujours, la Chambre des représentants a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump, la deuxième depuis le début du mandat du président sortant. Suite à ce vote auquel se sont joints 10 élus républicains, c'est à présent le Sénat qui doit examiner les accusations formulées par les démocrates d'incitation aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole. Au Sénat, l'influent leader républicain Mitch McConnell ne serait d'ailleurs pas opposé à une telle procédure selon le New York Times. Un procès qui s'ouvrira très certainement après l'investiture de Joe Biden et dont le résultat sera avant tout symbolique. Mais pour de nombreux démocrates, la procédure est un moyen de rendre Donald Trump inéligible et surtout de montrer qu'une ligne rouge a été franchie. Du côté des statistiques économiques, aux États-Unis toujours, l'excédent commercial atteint un record de 78,2 milliards de dollars au mois de décembre. Un chiffre atteint grâce au bond de plus de 18% des exportations sur un an, là où les importations ont progressé de 6,5%.
2%. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Carrefour voit le gouvernement se dresser contre le rapprochement avec Couche-Tard. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais aussi la ministre du Travail Elisabeth Borne ont tous deux fait part de leur désaccord sur ce dossier, invoquant notamment la souveraineté et la sécurité alimentaire des Français. La proposition du Canadien Couche-Tard est d'ailleurs connue. Il propose un montant de 20 € par action. Dans le secteur de l'automobile à présent, Peugeot fait savoir que les ventes du groupe PSA ont reculé de 27,8% en 2020, un recul qui représente environ 1 million de véhicules en moins par rapport aux ventes de 2019. Et Renault annonce de son côté viser une marge opérationnelle supérieure à 3% en 2023, puis supérieure à 5% en 2025. Pour cela, le groupe mise sur un nouveau plan stratégique nommé Renaulution qui prévoit notamment des réductions de coûts, mais aussi 24 nouveaux lancements, dont 10 modèles de voitures électriques. Et on finit avec un rapide tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée sous les $56, tandis que l'once d'or s'échange, elle, à la mi-journée sous les $1 850. L'euro-dollar est de son côté juste au-dessus du niveau de 1,2150 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les remarques et l'analyse de marché de Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci d'être avec nous à distance. L'événement du jour, l'événement politique du jour, ce sera relativement tard pour nous, mais les annonces de Joe Biden, très attendues évidemment. Les marchés n'aiment pas la politique, mais les marchés sont attentifs aux décisions politiques qui ont des impacts sur la gestion sanitaire et sur l'intensité de la relance aux États-Unis. Quel est le signal que les marchés attendent en provenance de Washington aujourd'hui, Frédéric? Les marchés sont dopés à ces annonces successives de relance budgétaire. Donc on annonce 1000 milliards, 2000 milliards. Finalement, les chiffres, on s'y perd un petit peu parfois. Il y a des risques également de double comptage. Mais néanmoins, cette première annonce d'un ordre de grandeur, peut-être d'un paquet budgétaire de l'ordre de 2000 milliards, elle était quand même clairement au-dessus des attentes. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est certain. Il y a la question de la séquence. Il y a la question de la composition de ce paquet de mesures qui, pour le coup, est très incertaine encore à ce stade. Politiquement, Joe Biden pourrait tenter peut-être de tout faire passer d'un coup, entre guillemets, avec le joker qu'il a notamment maintenant au Sénat, et pour espérer peut-être le paquet le plus gros possible en termes de relance. Et en termes de composition, je pense que le gros point d'interrogation pour les marchés, c'est les perspectives ou non de hausse d'impôts pour les entreprises notamment. Elles ne sont pas nulles. On peut imaginer que ces hausses d'impôts seront peut-être plus faibles et peut-être même décalées dans le temps par rapport à un programme démocrate plus radical. Mais elles pourraient constituer le seul bémol à un plan de relance qui, par ailleurs, s'annonce très ambitieux. Bon, on verra le détail, effectivement, les priorités, comme vous le dites très bien, la séquence, le calendrier politique de Joe Biden. Est-ce qu'il peut tout faire passer d'un coup? Est-ce qu'il faudra séquencer et réserver peut-être les priorités à la relance et au soutien à l'économie avant les questions de fiscalité? Ce sera quand même un enjeu important pour les marchés, d'autant que le débat de marché aujourd'hui porte, Frédéric, vous le savez mieux que personne, sur la pontification de la courbe des taux aux États-Unis, le niveau des taux longs américains, alors qu'ils se sont détendus un peu ces dernières heures, mais c'est vrai qu'on est monté quasiment jusqu'à 1,20, je crois, un nouveau plus haut depuis la pandémie. Comment vous regardez ce débat? Est-ce que la pente se redresse trop vite sur les taux américains? Et quelles sont les questions? Qu'est-ce qu'on a intégré à ce stade avec le niveau des taux américains qu'on peut observer? On a probablement intégré beaucoup, effectivement, cette idée de réflation de l'économie, de relance à la fois de la croissance, des perspectives d'inflation. On l'a dit depuis plusieurs semaines maintenant, ce mouvement a été amorcé, amplifié par les anticipations d'inflation. Les points morts d'inflation aux États-Unis sont au-dessus de 2%. Même s'ils ont un tout petit peu reflué depuis le début de l'année. Donc il y a cet espoir, qui est un espoir, parce que c'est une bonne nouvelle, on ne parle pas de 3 ou 4% d'inflation, mais d'inflation légèrement supérieure à 2%, qu'en fait la Fed ait raison. Et la Fed ait un succès dans sa politique de réflation et atteigne quelque chose qui soit légèrement au-dessus de 2% pendant une certaine période de temps d'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là où on peut être un peu plus prudent, c'est que ce mouvement s'est fait rapidement. On est à un niveau absolu toujours faible, on n'est pas non plus là à 1,5 ou 2% sur le 10 ans américain, mais qu'il y a un petit emballement et qu'à un moment, l'écart entre cet espoir et la réalité
des chiffres économiques et d'inflation soit trop grand et appelle une correction qui aura d'ailleurs des conséquences sur le marché des actions, sur les cycliques, sur la value. Je prends un seul exemple. La vraie inflation aux États-Unis aujourd'hui, celle des services, celle qui est domestique et générée quelque part aux États-Unis, elle est en train de se diriger vers zéro. L'immobilier se porte plutôt bien, mais les loyers baissent. Et donc, on n'aura pas une inflation sous-jacente, un noyau dur, au-dessus de 2%, peut-être même pas tout de suite, ni l'année prochaine. Donc, il y a un moment où il peut y avoir un écart entre cette perception de marché et la réalité économique. Néanmoins, si la Fed a raison, comme vous dites, Frédéric, aidé en plus par une nouvelle enveloppe budgétaire conséquente, si c'était la décision de l'administration et du Congrès américain, si la Fed a raison dans l'idée d'une trajectoire d'inflation qui serait plus soutenable à terme, est-ce que la Fed va devoir préciser à un moment au marché sa stratégie ? Elle achète aujourd'hui 120 milliards de dollars par mois, 80 milliards de dettes et 40 milliards de titres adossés à des créances immobilières. Visiblement, le débat est déjà intense après une première semaine seulement de l'année 2021. Et je m'attends à ce que tout le reste de l'année soit exactement le même. D'ailleurs, avec des similitudes avec la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Vous êtes dans un environnement intrinsèquement incertain, le vaccin, le virus, ses variantes, ses mutations, l'environnement politique aux États-Unis et la relance et la réponse de politique économique. Il faut du temps pour observer les effets de chacun de ces facteurs que je viens de citer. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui drive le marché, qui calibre une pente des taux ou un niveau de taux 10 ans, au moins implicitement, c'est la Banque centrale toujours. Donc exactement comme hier, Brian Hart à la Fed, Bostich, d'autres membres de la Banque centrale et en Europe également, vont devoir venir recalibrer ces anticipations ponctuellement, faire des mouvements de stop and go en termes de communication, dire que non, il ne faut pas désespérer, l'inflation va repartir. Non, au contraire, l'inflation n'est pas en train d'accélérer. On est toujours dans ce régime un peu mou, incertain, et dans cet espoir, seulement un espoir pour le moment, que notre stratégie de réflexion fonctionne peut-être plus tard cette année ou en 2022 ou plus tard. Mais le prochain mouvement de la Fed, le plus probable, Frédéric, c'est quand même de réduire le montant des achats mensuels. C'est là où la probabilité est la plus forte. La probabilité la plus forte, c'est sûr, c'est également notre anticipation. Plus tard que le marché, on ne pense pas chez nous, chez PicTech, la Fed va réduire la voilure avant la fin d'année plutôt que la mi-année. Mais néanmoins, c'est une probabilité. On peut imaginer des scénarios catastrophes plus négatifs où le virus n'est toujours pas sous contrôle, il y a des problèmes avec le vaccin, il y a des problèmes avec le stimulus, peu importe, et où la Fed, comme l'a dit d'ailleurs Brian Hart hier, pourrait au contraire augmenter la voilure avant de la réduire à nouveau. Ces banques centrales sont dans un mode de réglage fin des conditions financières, de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la croissance, avec la soutenabilité de la dette publique, avec la relance budgétaire. C'est un mode qu'on ne connaît pas, c'est un mode différent du QE pur de la grande crise financière de 2008-2009. C'est un nouveau mode de fonctionnement des banques centrales, un MMT soft, en quelque sorte, qui peut durer peut-être des années. Un mot de l'Italie pour finir, Frédéric, et malheureusement, généralement, quand on reparle de l'Italie sur les marchés, c'est pas forcément pour de bonnes raisons, à nouveau pour des questions politiques, de tensions politiques au sein de la coalition. L'ancien Premier ministre Matteo Renzi a confirmé hier qu'il allait retirer les deux ministres de son parti, de son mouvement qui s'appelle Alive, je crois, de la coalition dirigée par Giuseppe Conte. Aujourd'hui, quel est le niveau d'inquiétude par rapport à une situation politique italienne dont on a l'habitude, qui passe souvent par des phases de tension et de crispation, Frédéric ? Le niveau d'inquiétude dans les marchés, et pour ma part d'ailleurs que je partage, est très faible. Et j'essaye de parler de l'Italie aussi souvent que possible quand les choses vont mieux également, parce que c'est important de le souligner. Ne serait-ce que, on parle de la dette publique italienne, elle est certes très élevée. Elle est aujourd'hui plus soutenable, je crois, même qu'avant la crise, selon certaines métriques. La Banque centrale européenne intervient, c'est pas la seule raison, c'est aussi la politique budgétaire en Europe qui a stabilisé les perspectives de marché. Donc oui, il va y avoir des tensions, mais le marché, clairement, et la réaction des BTP a été quasi inexistante depuis quelques jours, voit au-delà de ça que de toute façon un stimulus arrive, que la Banque centrale est là et peut peut-être augmenter ponctuellement le rythme de ses achats d'actifs et de dettes italiennes notamment pour compenser toute forme de tension qu'on pourrait avoir pendant quelques jours. Une nouvelle élection aux États-Unis n'est pas le scénario central là non plus. On peut imaginer qu'un 67e gouvernement italien depuis la Seconde Guerre mondiale se mette en œuvre avec à nouveau une forme de coalition et des compromis. Et ce n'est pas la fin du monde. Le plus important en Italie, encore plus peut-être que dans d'autres pays, c'est la croissance, le retour de la croissance, la réouverture des économies graduelle certes,
mais qui nous remettent dans un chemin de croissance plus soutenable. Merci beaucoup Frédéric pour vos remarques du jour, votre analyse de la situation de marché, de quelques points clés qu'on a pu développer avec vous. Frédéric Ducrozet qui nous accompagnait à distance en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Et on poursuit cette discussion de marché en plateau avec Benoît Vesco, que j'accueille à présent, le directeur des investissements de Mescart Asset Management. Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. On va parler du grand plan pour 2021, la stratégie d'investissement évidemment et les axes que vous privilégiez aujourd'hui chez Mescart Asset Management. Mais votre sentiment de marché, c'est vrai qu'on a terminé l'année avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'allégresse. Le vaccin, l'élection de Biden, finalement, à laquelle on a trouvé plutôt des avantages au final. Que reste-t-il de ces espoirs déjà après une première semaine et une deuxième semaine entamée en 2021, Benoît? Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison, on a une vision plutôt très positive de 2021, à la mesure de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, des plans de relance extrêmement forts de la part des gouvernements, avec en amont un travail des banques centrales qui avait aussi été très volontaire. Donc tous ces éléments-là vont constituer toujours des soutiens très forts pour la croissance en 2021. Donc de ce côté-là, une vision positive, notamment sur les marchés actions en particulier, puisque tous les ingrédients sont là. Après, il est clair que les marchés se sont réjouis à juste titre de l'arrivée des vaccins et rassurés peut-être un peu trop vite, en anticipant peut-être un peu trop vite la résolution de cette crise sanitaire. Bon, de toute façon, on sait que maintenant les vaccins sont là et que c'est une question de temps. On a une espèce de course, malheureusement, entre la diffusion du virus de par le monde qui continue malheureusement, et puis cette arrivée des vaccins que l'on juge trop lente parfois, mais qui est en train de se mettre en place. Donc c'est cette course-là qui va jouer sur le timing et qui sera peut-être là où on va devoir créer et gérer les portefeuilles au plus fin, puisque on voit bien qu'un retour à la normale refavorise un certain nombre de valeurs qui avaient été vraiment mises de côté pendant la crise l'année dernière, beaucoup plus classiques, industrielles, cycliques, qui avaient été mises de côté. Si les bonnes nouvelles arrivaient plus vite, elles pourraient revenir sur le devant de la scène. Elles l'ont été un peu en fin d'année dernière, notamment à l'annonce de Pfizer. Bien entendu, ce mouvement-là se met un petit peu de côté. Mais on voit bien que la construction du portefeuille dépendra de ce timing de la crise sanitaire qui n'est pas simple, évidemment, à voir. Et de ce côté-là, notre travail aussi, c'est de prendre un peu de recul, reprendre les enseignements de cette crise et réfléchir à ce que nous a dit cette crise. Et elle a mis en avant un certain nombre de facteurs qui sont essentiels. Qu'est-ce que nous dit cette crise? Elle nous dit que l'impact du climat est une notion à prendre en compte maintenant de manière systématique dans nos investissements, que la préservation de l'environnement, que la primauté de la santé sur l'économie est un facteur qui semble maintenant évident, mais qui ne l'était plus, qui était mis de côté, que les impacts sociaux sont des sujets. On le voit dans toutes les crises que l'on vit aux États-Unis, mais en France, en Europe. L'impact social est un sujet, et c'est cette grille de lecture que l'on va utiliser pour sélectionner les entreprises. Et c'est bien les entreprises qui font face à ces enjeux, qui en apportent des solutions, ou qui les intègrent dans leur business model, qu'il va falloir que l'on intègre dans nos portefeuilles. C'est intéressant, cette grille de lecture ESG, alors qui devient un prérequis pour vos métiers aujourd'hui, Benoît. Est-ce qu'elle crée des déformations dans le marché dont il faut peut-être se méfier? C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur certaines thématiques, vous avez cité le climat, beaucoup alertent sur le niveau de valorisation atteint par des pure players de la transition climatique, de la transition énergétique, y compris des gérants ISR qui sont à fond pour, bien sûr, Benoît. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces tendances séculaires ou dans cette manière d'analyser le marché, est-ce que beaucoup n'a pas déjà été investi, surjoué, intégré par les investisseurs? Alors, vous avez raison, dans les marchés, comme toujours, il y a toujours des exagérations. Et donc, il faut toujours garder un peu la tête froide sur ces sujets-là. Mais il faut bien utiliser cette grille-là. Elle est beaucoup plus générale, en fait, que ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est pas juste investir dans une valeur qui travaille dans l'éolien ou autre. C'est réfléchir de manière transverse sur l'ensemble des secteurs, puisque toutes les sociétés vont être impactées. Et là, ça nous permet d'évacuer ce sujet de valorisation, parce qu'il y a clairement des excès, bien sûr. Il y en aura toujours, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus essayer de jouer ces moments-là, ces momentum-là dans les portefeuilles, mais il faut analyser les entreprises sur ce critère-là, qui est un critère, en fait, quelque part, c'est un nouveau cycle de croissance devant nous pour les années à venir, de la même manière qu'on a, malheureusement, peut-être en Europe, raté un peu le cycle précédent qui a vu émerger ces géants mondiaux des réseaux sociaux, d'Internet et autres.
autres. On a maintenant devant nous un nouveau cycle de croissance sur une nouvelle thématique. Et c'est ce sujet-là, et qui rebat les cartes d'ailleurs au niveau géographique probablement. Donc il peut être intéressant pour l'Europe, puisqu'on voit que l'Europe a bien ciblé ces enjeux-là. Mais vous dites il faut que cette grille d'analyse aujourd'hui soit beaucoup plus inclusive peut-être. Il y a une première étape qui était marquée par l'exclusion de certains secteurs, de certains acteurs à travers l'analyse ESG, la gestion ISR. Vous dites aujourd'hui vient le temps quand même d'une approche plus inclusive. Oui. Alors, qui regarde d'autres secteurs également. Il y a les deux sujets. Il y a les sociétés qui apportent des solutions face à cet environnement nouveau. Ouais. Et ça, bien sûr, on va trouver des pépites. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'aborder et de s'affranchir du débat large cap, grande capitalisation, petite capitalisation, parce qu'on va retrouver dans les petites valeurs des pépites sur ces sujets-là. Donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, on voit bien que ce sujet-là, il est général. Et que donc, aussi bien dans les valeurs, on va dire traditionnelles, on va trouver des entreprises qui ont bien compris ces enjeux-là et sur lesquels on peut tout à fait aller jouer. Et donc, là aussi, on s'affranchit du sujet cyclique versus défensive. On va vraiment raisonner sur les thématiques de demain. Ça, voilà, j'allais dire, c'est les tendances séculaires qui vont porter le nouveau cycle d'investissement, en tout cas, la nouvelle décennie d'investissement qu'on entame cette année, Benoît. Si je vous ramène à des choses beaucoup plus conjoncturelles, plus cycliques peut-être, plus immédiates, quels vont être pour vous les grands déterminants de marché là, pour les prochains mois, pour cette année 2021 ? On parle beaucoup du niveau des taux, du risque d'inflation. Comment vous regardez ces sujets ? Et est-ce que vous avez déjà pris un parti d'une certaine manière, ou est-ce que les choses sont encore molles dans les portefeuilles, pas figées ? Alors, elles sont en tout cas plus équilibrées dans nos portefeuilles qu'elles ne l'étaient l'année dernière, puisqu'on voit bien de toute façon que ce retour à la normale tant espéré est en train de se mettre en place, de se dessiner. À quel timing, on ne l'a pas encore, mais il est en train de se dessiner. Donc, des portefeuilles plus équilibrés au niveau géographique, on l'a dit tout à l'heure, au niveau des thématiques sur les marchés actions, aussi au niveau obligataire, vous le disiez tout à l'heure, on s'inquiète des risques de hausse de taux, des risques d'inflation. J'aurais tendance à vous dire, mais heureusement, ça veut dire qu'on revient vers quelque chose de normal. En 2020, on s'inquiétait d'un risque de déflation. Eh bien, on a quelque part un espèce d'effet de base. Ce risque inflation, il est juste le retour d'une économie qui fonctionne normalement. Oui, j'allais dire, on s'en inquiète. Enfin, le seul endroit où on s'en inquiète, c'est dans les marchés, Benoît. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Pour le reste, pour l'économie réelle, ce serait une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais les marchés doivent s'en inquiéter ou pas ? Alors, on pense plutôt que c'est une bonne nouvelle aussi pour les marchés. Ce serait, oui, ça peut être aussi tourné comme une bonne nouvelle pour les investisseurs. Bien sûr, puisque ça veut dire que c'est une économie qui fonctionne normalement et c'est une bonne chose pour tout le monde. Ouais. Alors, et bien entendu, ça amène à des arbitrages de portefeuille, puisque peut-être que les champions d'hier pendant la crise ne seront plus les champions de demain. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les marchés obligataires. On s'inquiète de la hausse de l'inflation, de la hausse des taux. Naturellement, sur les marchés obligataires, c'est là encore une bonne nouvelle. Avoir des marchés obligataires avec des rendements un peu plus élevés, au final, pour un investisseur, c'est une bonne chose. Ouais. Sur le volet politique, je ne sais pas ce que vous attendez de l'administration Biden. Bon, marché politique, c'est pas forcément le grand amour généralement, mais c'est vrai que là, il y a une attention particulière qui est portée sur la mise en place de cette nouvelle administration après l'ère Trump. Est-ce que vous attendez un signal politique particulier ? Alors, on va être très pragmatique face à ces risques politiques, bien sûr. Ce qu'on constate déjà, c'est qu'on a en face de nous un gouvernement qui va investir. Ça, c'est une première étape, avec un plan de relance budgétaire volontaire. Donc ça, c'est un bon point. Alors, c'est plutôt un bon point pour la consommation, mais probablement que 2021 sera aussi une année sur laquelle il faudra s'appuyer sur la consommation intérieure en Europe, aux États-Unis, en Chine. On voit bien qu'on ne reviendra pas en arrière de ce qui a été pris comme décision en termes de guerre commerciale, par exemple. Je crois que malheureusement, ça, il faut le mettre de côté. Par contre, de tous les côtés, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans nos pays, on voit bien que ces plans de relance sont très volontaires et c'est plutôt une bonne chose pour la consommation. On verra, on a toujours cette inquiétude quand un gouvernement démocrate a les pleins pouvoirs, les marchés aiment bien que ce soit partagé. Là, il a les pleins pouvoirs, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose en termes de relance. Ça peut inquiéter sur la thématique de la hausse des impôts. Là encore, je serais assez... je préférerais attendre et pas m'inquiéter outre mesure, puisqu'en fait, on a sûrement en face de nous des gens là aussi qui ont vécu une crise et qui n'ont aucune envie et aucun intérêt de mettre à mal tous les efforts budgétaires qui ont été mis en œuvre par des hausses d'impôts intempestives ou trop rapides. Bon, sur les grands axes d'investissement, donc positif, constructif sur les actions, vous dites effectivement, on verra en fonction de l'évolution sanitaire quelle
proportion de cycle on peut remettre dans les portefeuilles. Sur la partie crédit, vous en avez dit un mot, Benoît. Là aussi, vous êtes plutôt constructif. Ça veut dire qu'en termes de défauts, pour ce qui est mesuré par le marché, en tout cas, le pire est derrière nous. Beaucoup s'inquiètent quand même d'avoir peut-être un temps de décalage entre le moment de la crise, avec des politiques de soutien, des parapluies ici et là, qui n'aurait fait que reporter finalement les moments douloureux pour certaines entreprises. Alors vous avez raison, ça peut être une inquiétude. Ce qu'on constate dans les marchés, et c'est la conséquence de tous ces soutiens massifs au niveau banque centrale et au niveau gouvernementaux qui ont été très importants. Et quand on constate la situation des entreprises sur les marchés obligataires et notamment ce qu'on appelle les taux de défaut, les niveaux de faillite, ils sont relativement faibles. Relativement faibles quand je compare par exemple avec une crise 2008, qui était d'une même ampleur, pas du tout du même type, mais d'une même ampleur. On voit que les taux de défaut sont plus faibles. Et c'est vraiment effectivement la traduction concrète de ces soutiens. Et là, notre sentiment, il est plutôt assez positif sur le marché du crédit. Je mettrai de côté le marché des obligations d'État, puisqu'on voit bien quand même que les rendements sont très faibles, qu'on va vers des hausses de taux, donc peu d'intérêt. Du côté du marché crédit, on voit que les taux de défaut sont relativement modérés, sont en train déjà probablement de baisser, que les rendements sont plus favorables, que les entreprises, dans les crises passées, je reprends l'exemple de 2008, ont toujours été très réactives, ont su bien gérer leur bilan. Et donc là, il y a des choses intéressantes à faire dans les portefeuilles, il y a des investissements à faire. Il faudra, mais c'est la réalité du marché obligataire de ces dernières années, être très réactif. On n'achète plus une obligation pour 5-10 ans. Pour le rendement. On achète, le rendement. On achète une obligation pour son dynamisme et son potentiel de plus-value et on est capable de prendre nos profits et de réajuster les portefeuilles de manière très réactive. Et ça fait partie des enseignements de ces dernières années. Un mot pour finir peut-être des émergents et plus spécifiquement de la Chine ou de la zone chinoise en Asie. Benoît, beaucoup estiment que la Chine est la grande gagnante de cette crise d'une certaine manière. Est-ce que ça veut dire que dans les investissements que vous réalisez pour le compte de vos clients, est-ce que la Chine, l'exposition à la thématique chinoise, asiatique a une place structurellement plus importante ? En tout cas, vous le dites, vous avez tout à fait raison, elle le confirme, cette place. Elle l'avait déjà économiquement et clairement, elle le confirme. Et on voit bien que cette consommation intérieure en Chine, elle est de plus en plus présente et elle consolide la croissance chinoise. Ça ne veut pas dire que la Chine n'a pas des enjeux forts, elle aussi, comme nous. Alors, on les voit moins, on a moins d'informations parfois, mais elle a aussi des enjeux. Mais clairement, on a des grandes zones. La Chine en fait de manière évidemment partie. Et c'est une zone de croissance forte qui tirera la croissance mondiale en 2021. Merci beaucoup Benoît. Merci de nous avoir apporté votre analyse de début d'année pour Mescart Asset Management. Benoît Vesco qui était à mes côtés, le directeur des investissements de Mescart AM, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition de midi 30 précisément. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.